Bonjour, bienvenue à tous. Nous accueillons aujourd'hui Sandrine Rousseau sur la chaîne Développer pour une interview sur son livre Par-delà l'Androcène qu'elle a co-écrite avec Adélaïde Bon et Sandrine Roudot. Donc on a toutes les deux lu votre livre et on a vraiment adoré, notamment parce que vous utilisez l'écriture inclusive et en fait on se rend compte que ça rend pas du tout la lecture difficile. Enfin, je sais que moi j'avais cet a priori de me dire si on met des points, des E, des S partout, ça va être très dur à lire, très dur à écrire. Et en fait pas du tout, c'est super fluide. Et en plus on a vraiment noté que vous utilisiez beaucoup de sources féminines. Et c'est assez rare, notamment dans les ouvrages de recherche, c'est surtout des hommes. Donc vraiment on a adoré. Comme première question, est-ce que vous pourriez définir ce qu'est l'androcène ? Oui, alors l'androcène, c'est un mode d'organisation sociale, c'est une société en fait qui rentre dans un rapport à l'autre par la violence et la propriété. C'est-à-dire que ça m'appartient et parce que c'est mon plaisir, alors je peux être violent. Et ça existe vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des personnes dites racisées dans la société, d'une manière générale les personnes discriminées. Et puis ça existe aussi vis-à-vis de la nature, c'est-à-dire qu'on a un rapport à la nature, aux animaux, qui aujourd'hui est uniquement utilitaire. C'est-à-dire que soit c'est une ressource naturelle, et dans ces cas-là, alors il faut se l'accaparer, la prendre pour créer du profit. Et si ça n'a pas cette valeur de ressource naturelle, bah, finalement, ça ne sert à rien. Et en fait, c'est ça que nous dénonçons dans ce livre, c'est de dire qu'on ne peut pas imaginer une société écologiste, une société qui respecte les équilibres naturels, en ayant cette organisation sociale. En fait, ce n'est pas possible. Et donc, c'est tout un rapport à l'autre, un rapport à l'altérité, c'est-à-dire un rapport à la différence, et un rapport aux humains et aux non-humains. C'est-à-dire comment on passe d'une société de prédation à une société d'équilibre et de respect. Parce que profondément, la société qui respecte les limites planétaires, c'est une société d'équilibre. C'est-à-dire qu'il faut que nous soyons, nous humains, en équilibre avec les non-humains sur la planète Terre. Et il faut qu'entre humains, nous soyons en équilibre aussi pour que quelques-uns ne s'accaparent pas les richesses que d'autres vont produire et que ceux qui s'accaparent les richesses ne détruisent pas les conditions de vie des autres. Donc en fait, c'est un changement philosophique assez profond, en fait. Et le postulat de ce livre, c'est de dire qu'aujourd'hui, nous nous trompons quand on regarde la transition écologique à faire uniquement sous l'angle technique ou technologique. C'est-à-dire, ce n'est pas une machine supplémentaire ou une technique supplémentaire qui va nous sauver. C'est profondément une organisation sociale. Aujourd'hui, toutes les techniques, nous les avons. Donc, ce qui nous manque, c'est cette organisation sociale de la sobriété, de l'équilibre et du respect. Donc quand on lit l'ouvrage, on a un peu l'impression que du coup le grand ennemi, c'est vraiment la croissance économique. Est-ce que c'est de ça que tout découle, la richesse? De nos problèmes découlent de ça parce que, en fait, la croissance économique, elle n'a pas d'éthique, elle n'a pas de limite, elle n'a pas de... C'est une croissance... Elle a une forme d'automaticité et d'auto-alimentation qui fait que plus on croît, plus on veut croître. Et en fait, cette croissance économique, eh bien, on constate qu'elle est supérieure à tout. C'est-à-dire que quand on manque de cette croissance économique, eh bien, on peut précariser les gens et les mettre dans la pauvreté. On peut détruire encore plus la nature. Au nom de la croissance. C'est comme si c'était devenu, pour nous, aujourd'hui humains ici, là, une espèce de principe supérieur au nom duquel on doit pouvoir tout faire. C'est-à-dire tout se justifie dès lors que ça augmente la croissance. Et ce qu'on dit, c'est attention, parce qu'en fait, on ne peut pas continuer comme ça. On a atteint les limites. On ne peut plus. On ne peut plus. Et tout ce que l'on fait aujourd'hui, et ça c'est le GIEC qui nous le dit, tout kilo de carbone que l'on émet, en plus, aggrave notre problème. Donc là, on est à un moment de vérité dans notre société. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'on est capable de réagir autrement, de réfléchir autrement? Est-ce qu'on est capable de partager plutôt que d'accumuler? Est-ce qu'on est capable d'être en équilibre plutôt qu'en prédation? Est-ce qu'on est capable d'être en respect plutôt que dans la violence?
Eh bien, en fait, c'est des questions philosophiques qui se posent à notre société aujourd'hui. Et c'est rare, c'est même, je pense, assez inédit, que des questions aussi profondes d'organisation sociale se posent en temps de paix. Et la question, c'est, sera-t-on capable de le faire? Sera-t-on capable de changer notre organisation sociale? Sommes-nous vraiment en temps de paix? En France, on est à peu près en temps de paix. Moi, évidemment, si vous élargissez un peu la focale, c'est beaucoup moins vrai. Ouais. Du coup, on a l'impression que vous parlez beaucoup de ce qui est juste, puisque dans le combat écologique, justement, il y a le côté de l'intérêt général. Donc forcément, est-ce que je dois consommer? Donc voilà la notion de juste. Mais est-ce que c'est aux politiques, par exemple, de décréter ce qui est juste et ce qui ne l'est pas? Et comment est-ce que tu peux le faire? Quel outil est-ce qu'il a pour le faire? Les politiques sont là pour quand même orienter le débat sur le juste. C'est-à-dire qu'on propose finalement, au fond, les programmes politiques, c'est différentes manières d'être juste. Mais la société, à partir du moment où la société a décrété pour elle ce qui était juste? Eh bien, ça s'appelle la démocratie, c'est le vote pour une manière de voir la justice ou pas. Mais là, la question qui se pose, et c'est une question assez fondamentale, c'est là, notre mode de vie aujourd'hui met en danger. Et je pense que c'est quand même la première fois que ça apparaît aussi nettement, même si on le sait depuis plus longtemps, mais c'est la première fois qu'on le constate aussi nettement, met en danger les conditions même de notre vie. Quelle espèce, autre que la nôtre, met en danger les conditions même de sa vie? Et notre cupidité, c'est-à-dire notre attrait pour la richesse, va-t-elle nous tuer en fait? Et je pense que c'est la question qui se pose aujourd'hui de cet ordre-là. Donc, vous abordez plusieurs solutions dans votre livre, notamment accepter plus nos sentiments. Vous parlez aussi qu'il faut se radicaliser. Et vous êtes clairement opposé à la violence. Mais alors, comment être radical sans en venir justement à la violence? Et vous l'opposez au conservatisme. Et ça nous a assez surpris parce que nous, on voit le conservatisme comme une pensée radicale. Et du coup, voilà, on voulait revenir sur ces éléments. Déjà, vous avez commencé votre question par la question de la sensibilité. Donc ça, je voudrais juste y revenir une minute pour dire que pour moi, un des sujets qui fait qu'on ne réagit pas à la situation, parce que normalement, comme nous sommes des êtres animaux, vivants, sensibles, nous devrions ressentir le danger dans lequel nous sommes. Quand il y a un tremblement de terre, quand il y a un tsunami, quand il y a une catastrophe naturelle, en fait, les animaux, par exemple, quand on cite cet exemple dans le livre, quand il y a un tsunami, on retrouve très peu de corps d'animaux. On retrouve surtout des corps humains parce qu'en fait, les animaux ont un instinct qui consiste à sentir les choses et du coup à se protéger en fuyant. Et nous, toute notre organisation sociale, notre organisation économique fait que nous coupons de cet instinct. C'est-à-dire qu'on nous enjoint à ne pas ressentir, ou du moins à ne pas ressentir profondément quelque chose de tripal chez nous, mais de ressentir des pulsions d'achat, des pulsions de dépenses, de choses comme ça, qui sont en fait des pulsions de mort, quoi. C'est-à-dire ce sont des pulsions qui ne sont pas ce qui nous rend alignés, j'ai envie de dire, avec ce que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes. Donc en fait, un des enjeux de la transition, c'est aussi de se reconnecter à ces émotions et de se dire, mais et là, il faudrait tous et toutes, parce que nous sommes en capacité de le faire, ressentir le danger. Parce qu'à partir du moment où on le ressent, alors on peut y trouver des solutions. Et ça, c'est le fruit d'un schisme qui a eu lieu entre le XVIIe et le XVIIIe siècle principalement, qui a consisté à séparer la nature et la culture. C'est-à-dire que du côté de la nature, il y avait tout ce qui était émotionnel, sensitif, etc., et qui était dévalorisé, alors que la culture, c'était la technique, la technologie, la rationalité, et qu'en fait, ça, c'était la civilisation, alors que de l'autre côté, il y avait le sauvage. Et en fait, on a fait cette séparation, et ce qui était noble était du côté de la civilisation, et ce qui était méprisable était du côté du sauvage. Et là, il faut qu'on arrête avec ça, parce qu'en fait, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il faut qu'on renoue avec une espèce d'instinct naturel. Donc après, vous posiez la question de la radicalité du conservatisme. Sur la radicalité, en fait, aujourd'hui, nous sommes dans un système économique radical, d'une certaine manière. C'est-à-dire, nous sommes dans une forme de libéralisme radical. Et quelque part, la radicalité de ce système économique nous envoie dans le mur. Et
précisément, il est radical parce qu'il nous envoie dans le mur. C'est-à-dire que le fait que ce système économique ne soit pas capable, et les tenants de ce système économique ne soient pas capables de changer de trajectoire alors que tous les signaux d'alerte sont présents, c'est qu'il est radical. C'est-à-dire, c'est il est même... Parce que la radicalité, ça peut même nous conduire jusqu'à la mort. Donc en fait, il y a une radicalité aujourd'hui qui est une radicalité économique et une radicalité d'accumulation. Et moi, ce que je dis, c'est qu'il nous faut nous réapproprier une forme de radicalité d'action. C'est-à-dire qu'il nous faut nous dire que nous n'avons que quelques mois pour agir et que nous devons vraiment agir de manière massive, importante, et que nous devons radicalement changer notre organisation sociale. Et en fait, c'est aussi pour répondre à une radicalité qui n'est pas dans le débat politique, qui est la radicalité de l'accumulation aujourd'hui et qui nous envoie dans le mur. Et je pense que c'est aussi la bataille des mots. C'est-à-dire, par exemple, on le cite aussi dans le livre, cette question du pouvoir d'achat. C'est quelque chose qui occupe énormément de place dans le débat politique. On parle de pouvoir d'achat. Sauf qu'en fait, déjà, ça sous-entend qu'on aurait du pouvoir quand on achète, et ce qui n'est pas vrai, profondément. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on utilise ce terme pouvoir d'achat pour des gens qui, précisément, n'ont pas le pouvoir d'acheter. Donc en fait, on les renvoie à une impuissance à acheter. Et ça, ce sont les mots mensonges de l'androcène. C'est-à-dire, ce sont des mots qui, en fait, structurent notre pensée et qui ont été détournés de leur sens. Et donc, radicalité, pour moi, fait partie de ces mots qui ont été détournés de leur sens. Et aujourd'hui, il nous faut nous réapproprier un lien radical à la nature, en fait. On serait se radicaliser pour combattre la radicalité. Exactement. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler davantage de l'écriture inclusive et de la manière dont vous l'avez employée justement dans votre livre, sans que ça paraisse extrêmement lourd et pesant pour le lecteur? Alors, vous êtes les premières à me poser la question sur l'écriture inclusive, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait tout un travail sur l'écriture inclusive dans le livre, qui consiste à avoir utilisé toutes les techniques de l'écriture inclusive, c'est-à-dire avoir utilisé, par exemple, le masculin et le féminin, par exemple, dire tous et toutes. On a aussi fait un travail pour utiliser des mots épicènes, c'est-à-dire des mots qui ne nécessitaient pas de masculiniser ou de féminiser. Et en fait, quand on n'avait pas des solutions comme ça, ou quand ça alourdissait trop le texte, alors on a mis un point médian. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'écriture inclusive est immédiatement comprise, et particulièrement par les conservateurs qui ont l'air de focaliser là-dessus et de faire une fixette. Mais en fait, pour eux, l'écriture inclusive, c'est le point médian. Mais en fait, le point médian, c'est vraiment la technique que l'on utilise en toute fin, c'est-à-dire quand on n'a pas pu utiliser les autres. Et je suis contente que vous disiez que ça n'alourdit pas du tout le texte, parce qu'en fait, je crois qu'il n'y a pas tant de points médians que ça. Je crois qu'il doit y en avoir 10 sur tout le livre. Mais par contre, il y a une écriture inclusive, au sens où systématiquement, le féminin est apparent dans l'écriture. Et ça, pour nous, c'était évidemment très important, puisque le titre était Par-delà l'androcène. Puis, en tant que femme, lire un ouvrage de recherche avec des sources féminines, avec une écriture inclusive, on se sent beaucoup plus concernée, représentée. Et ça fait toujours plaisir de se dire, bon, bah, y a des femmes qui sont chercheuses, qui ont écrit des ouvrages, qui ont une pensée, qui valent la peine d'être citées et puis d'être lues. Et voilà, c'est bien de toujours les mettre en valeur. Et je sais que... Ce serait nécessaire de le faire dans les écoles aussi et les universités, d'avoir beaucoup plus de sources féminines. Mais ça, c'est un truc que moi j'ai ressenti quand j'ai commencé à m'intéresser à cette question, c'est que on peut vivre dans un monde masculin où tout est masculinisé, où les auteurs mis en avant sont des hommes, où les noms des salles, des amphithéâtres, etc. sont des hommes. On peut vivre, et finalement on vit très bien dans ces mondes-là, mais le moment où on féminise, c'est-à-dire où on entre dans un amphithéâtre qui porte un nom de femme, où on féminise une écriture, où on utilise des autrices, eh bien, en fait, c'est comme si tout à coup... Enfin, moi, j'ai eu ce sentiment-là, je pose mes valises, comme si, enfin, ça y est, quoi. Enfin, on nous fait une place, enfin, quelque chose d'une forme de soulagement assez important. Alors, ça ne change pas le cours de notre vie, mais ça légitime notre place dans la société et ça légitime qui on est. C'est comme si on n'avait pas besoin de montrer en permanence que notre place était là. Et en fait, c'est un soulagement, c'est un repos. C'est presque serein comme monde.
à partir du moment... Mais ce que nous vivons pour les femmes et qui commence quand même, ce mouvement qui consiste à féminiser des noms de rue, à féminiser les articles, tout ça, les autrices... En fait, on ne l'a pas encore fait sur les personnes noires, par exemple, ou sur même les personnes en situation de handicap. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont encore dans des... Enfin, toutes les personnes autres discriminées. En fait, il n'y a pas ce mouvement-là encore de mise en avant de manière massive. Et ça, je pense que c'est nécessaire parce que, quelque part, c'est aussi un moment où on pose les valises et on dit on n'a plus... Enfin, on n'a plus ce problème de légitimité. Oui, on est là, on est bien. On se dit on existe. On existe, ouais. On existe, ouais. Donc pendant la lecture du livre, on comprend bien qu'il est nécessaire de changer la construction sociale dans laquelle on vit. On parle aujourd'hui de burn-out militant, d'éco-anxiété, de burn-out des féministes. Est-ce qu'en fait c'est possible concrètement de changer une construction sociale aussi ancrée, on va dire, on peut parler du patriarcat, mais même pour l'écologie, est-ce que vraiment vous pensez que c'est possible? Alors j'imagine que, vu votre combat, vous allez me dire oui, mais... C'est pas sûr. L'état d'esprit dans lequel moi je suis, c'est que on est quand même dans un défi qui est d'une ampleur inédite. Et vraiment, lire le rapport du GIEC, c'est une épreuve, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment déprimant. Ah, oui, puis c'est très angoissant, quoi. Il y a quelque chose de... Et l'inertie aussi autour, on se dit, mais voilà, est-ce qu'on vit dans le même monde? Exactement. Et quand on referme le truc, on se dit, mais pourquoi il continue à vivre normalement? Enfin, on a un problème. Bon. Après, moi, j'ai résolu un peu cette question en me disant que... Parce que je suis très éco-anxieuse, en fait. Et j'ai résolu cette question par l'action politique. En me disant, en fait, je veux pouvoir me dire à chaque instant que je fais absolument tout ce qui est en mon pouvoir pour changer les choses. Après, il y a une partie du changement qui ne dépend pas de moi. C'est-à-dire, est-ce qu'on réussit, est-ce qu'on ne réussit pas? Bon, ben voilà, ça dépend des autres. Mais quelque part, et sans doute aussi parce que j'ai des enfants qui ont votre âge et je veux pouvoir les regarder en leur disant, écoutez, j'ai tout fait. Voilà, j'ai tout fait. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. J'ai donné tout ce que je pouvais pour essayer de changer le truc. Après, ça ne dépend pas que de moi, mais moi, je l'ai fait. Et finalement, se dire ça, c'est aussi s'enlever de la pression, déjà. Et puis, c'est se mettre en action plutôt que de subir. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut réussir à mettre les gens en action. Parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément de gens qui subissent et qui sont comme dans une espèce de tétanie, qui sont presque pétrifiés par l'enjeu. Et si on arrive à trouver l'étincelle, le truc qui fait qu'ils se mettent et elles se mettent en mouvement, alors on a gagné. Parce qu'en fait, ce système économique n'a de sens que parce qu'on y participe en réalité. Hein. Donc, le jour où on décide que ça s'arrête, collectivement, ça s'arrête. Donc voilà, il faut juste trouver la manière de mettre en mouvement. À la fin je ne sais même plus si c'est à la fin, mais dans votre ouvrage, vous dites qu'on arrive à un point de non-retour et qu'il faut changer et que c'est la fin d'une ère. Et donc, on se demandait qu'est-ce qu'il y aura après. Si on ne fait rien, qu'est-ce qui va nous arriver? Est-ce que c'est maintenant qu'il faut agir? Ça, on l'a bien compris. Mais vous dites qu'on arrive à la fin d'une ère. Qu'est-ce qu'il va y avoir après? Que ce soit dans le positif, c'est-à-dire que si on arrive à prendre conscience des choses et à changer, ou dans le négatif, si on ne change pas et qu'on continue dans cette croissance économique toujours plus et toujours plus loin. Déjà, pour arriver là où on est aujourd'hui, il faut quand même se dire qu'on y est arrivé parce qu'on a colonisé, parce qu'on a esclavagisé, parce qu'on a utilisé les femmes comme étant les principales responsables de la reproduction au foyer, etc. Bon, donc en fait, on a mis un ordre social. Si on pense le monde d'après, parce que là on arrive à la limite de cet ordre social, plus personne ne supporte la prédation, plus personne ne supporte la violence, et de toute façon la planète se rebelle. Donc voilà, on est obligé de changer. Si on pense la société d'après, on la pense à l'inverse de ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'est-à-dire que précisément, on a mis notre jouissance immédiate au cœur de notre organisation en disant « ma jouissance immédiate nécessite tout ». C'est-à-dire qu'on peut exploiter autrui, on peut détruire, on peut... Eh bien, il faut qu'on trouve un moyen d'exister, mais qui a eu lieu pendant des siècles et des siècles et des siècles et des siècles. C'est un moyen d'exister qui soit sobre
où on se contente de l'essentiel, où on a du temps, où on ne passe pas. Ça, c'est un truc qui me fascine. Moi, par exemple, quand j'ai dit le droit à la paresse, tout le monde a considéré que j'étais une dangereuse révolutionnaire parce que j'étais. Mais en réalité, je veux dire, ça sert à quoi de travailler comme ça aussi intensément pour gagner de l'argent, pour détruire la planète? Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens en fait. Donc, à quel moment on s'arrête et à quel moment on pense un autre monde? Alors, l'autre monde, moi, j'ai pas toutes les clés, mais ce que je sais, c'est que en fait. On a un mot qui est au centre de ce qu'il doit être, c'est l'égalité. À partir du moment où on pose ce mot au centre de la table, après, voilà, on est égaux, donc on participe de manière égale à la préservation des biens communs, on participe de manière égale à l'entretien de nos collectifs, on considère l'autre à égalité et on considère les non-humains aussi sans doute à égalité pour ne pas avoir à les enfermer dans des fermes-usines, etc. Donc voilà, on pose le mot égalité, après on s'organise et on voit. Et quelque part, c'est pas moi qui ai toutes les solutions, sinon je serais omnisciente et puis je serais sans doute dictatrice du monde, donc c'est pas non plus ma vocation. Donc ma vocation, c'est de se dire comment on se met autour de la table, comment on réfléchit pour faire un autre monde. Et je le dis là, en conclusion peut-être de cet entretien, je ne sais pas si c'est la conclusion, mais là, moi, je pense que la solution vient des jeunes. C'est-à-dire que, désolée de vous mettre un petit peu de pression sur les épaules, mais en fait, il y a quelque chose de l'ordre pour vous d'une question de vie ou de mort. Nous, moins. Parce que nous, on peut encore vivre quelques années, ça va se détériorer. Pour vous, c'est une question de vie ou de mort. Donc en fait, à un moment donné, je pense que chez vous, dans votre âge, dans votre catégorie d'âge, il va y avoir une espèce de rébellion dont on ne sait pas encore quelle forme elle va prendre, mais une rébellion qui va consister à dire « nous voulons vivre ». Et vous n'avez pas à nous imposer vos valeurs, vos codes sociaux, votre organisation. Nous voulons vivre. Vous vous êtes trompés, vous nous envoyez dans le mur. Maintenant, nous voulons vivre, vous nous laissez prendre la main. Et ce moment-là sera le moment de la victoire. Donc voilà, je compte sur vous. Du coup, on a bien tous entendu le message de Madame Rousseau, à nous les jeunes, de nous lever et de se battre pour notre futur. Donc merci à vous d'être venus. Je n'ai pas tout à fait dit à nous les jeunes. J'ai dit, attends, si vous le faites, moi je serai là. on sera nombreux et nombreuses. Mais nous, il faut aussi qu'on bouge. Hein. Nous les vieux, il faut qu'on bouge, ça c'est évident. Mais en tous les cas, je pense que cette espèce de pulsion de vie, c'est vous qui l'aurez. Ouais. Merci à vous, Sandrine Rousseau, d'être venue aujourd'hui pour échanger sur votre livre. Merci beaucoup à vous pour l'invitation et à très vite.